Mesdames, Messieurs, alors voilà, c'est la deuxième partie. Donc nous recevons ce soir Loïc Demey, ici devant, qui est un jeune poète qui s'est fait remarquer par sa fulgurante apparition dans le monde de la poésie, qui est venu du fait qu'il écrivait des romans, hein, puis un jour, d'une manière tout à fait... un jour, il a envoyé un texte, enfin des poèmes à Chênes, éditeur, sans trop savoir qui était Chênes. Voilà. Parce qu'il avait lu, c'était Matin Brun, c'est ça. Voilà. Il avait lu Matin Brun, le petit livret qu'on donne à tous les gamins de 3e, qui explique l'arrivée du fascisme. Voilà. Et donc c'est déjà un éditeur, j'envoie les textes là. Et puis il a été par Chênes. Alors Chênes, il faut quand même dire que c'est quand même les plus prestigieux éditeurs de poésie en France, avec Corty, deux, trois autres. Enfin, voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et donc voilà, donc il a fait une arrivée fracassante. Il ne connaissait pas du tout le milieu de la poésie, il ne connaît pas, il est unique. Et on va l'écouter ce soir. Voilà, tu veux en rajouter quelque chose, mais je pense que tu as tout dit. Bon, très bien. Je dois naître, prendre l'air, éclore, m'abandonner. Maintenant ou dans les jours qui arrivent, il me faut tenir la promesse que je n'ai pas faite. Là sont les plus belles des promesses. Le poème ne contiendra pas de rimes, ou alors elles seront cachées. Je n'apprécie guère les rimes affichées. Elles montrent des atours propres, rutilants, elles habillent si bien le texte qu'il paraît venir du pressing. Non, il sera fait de vers presque libérés, affranchis, mais empêchés. Il sera une sorte de prosodie poétique où, en fait, je l'ai tant imaginé ce texte qu'il vient de soudainement m'échapper. Et pour ne rien arranger, je ne sais pas si je suis poète. Je m'appelle Loïc Demey, comme je m'appellerai Serge Hapic, comme je m'appellerai Hector Vasseur, comme je m'appellerai Simon Joss, comme je m'appellerai Barnabé Mistral, comme je m'appellerai Fouette Terrard, comme je m'appellerai Hélène Massonnet, comme je m'appellerai Cassandre Tourguenieff, comme je m'appellerai Salomé Ragadine, comme je m'appellerai Joachim Ramirez, comme je m'appellerai Anne Louane, comme je m'appellerai Giovanni Luigi Tognazzi, comme je m'appellerai Alistair McKillicuddy, comme je m'appellerai Loïc Demey. Ici, si vous acceptez, et je vous demande avec insistance et cordialité de m'accorder cette faveur, sans en exiger les raisons, ici, vous m'appellerez Camille. Camille s'assied sur le chapeau froid d'une tombe jaune du cimetière d'une petite ville de l'Est, face au caveau familial où sont superposés sa grand-mère, son grand-père et son père. Camille a pensé que les souvenirs et leurs répliques trembleraient ici, contre eux, qu'ici s'ébaucherait et reparaîtrait, s'il se joignait aux morts, la tentative première du poème. Elle émergerait de la fanfare des silences. Attendre à cet endroit afin que se répande le passé, puisque le poème, comme tous les poèmes, prospérera d'une accumulation, d'une addition, d'un monceau d'histoires perdues. Il se construira de la résurgence de sensations qui referont surface et avec lesquelles tiendra ferme et debout le poème. Camille pense cela. Il croit savoir comment vient, plutôt revient, à poème, mais ignore tout à fait de quelle façon on devient, si on le devient, poète. Camille ne sait pas si l'on est habité de poésie ou si une nuit, l'on décrète subitement de déménager en poésie, si l'on devient ce que l'on est ou si l'on est ce que l'on redevient. Si un après-midi, alors que le pas encore poète se trouve alangui sur le bord d'une rivière, des colombes, en essaim, approchent, lui ligotent les poignets et l'emportent jusqu'à Phébus afin que celui-ci lui révèle, sur le front et en lettres enflammées, lui annonce qu'il se change en poète, que c'est ainsi qu'il a beau refuser, râler, protester, contester, parce qu'il préfère la tranquillité, la méditation et les rencontres sportives. Non, les dieux ont décrété qu'il est désormais poète. Camille vole cette idée à un poète illustre et enterré,
qui aura donc bien des difficultés à s'insurger de ce vilain emprunt. Camille a-t-il au moins la liberté de déterminer de quelle matière sera composé le poème? Il le pourra, il en est persuadé. Le poème doit-il invoquer ses origines, la mort et son père, ou Betty et l'amour, même s'il aimait son père, même s'il souffrait auprès de Betty? Camille se baigne en grande hésitation. Camille ne croit pas qu'il est ou qu'il sera un jour poète. De nombreux poètes, si ce n'est tous, ont écrit sur la lumière et ses effets. Le sujet s'enchâsse entre les récits d'amour et ceux invoquant la mort. Il faudrait un jour tenir avec le plus grand des sérieux ce genre de statistiques. Camille s'avance vers la fenêtre et ferme les yeux. Derrière, la mer qui gravit mollement la plage, et devant lui le soleil blanc de l'hiver qui transperce la mince peau de ses paupières par-dessus les buttes plantées à la verticale que forment les immeubles. Les autres continuent leur marche. Lui ne peut plus les suivre. Il reste suspendu aux éclats, se nourrit du rayonnement. Derrière, la mer qui monte lentement. Camille a encore le temps de profiter de la lumière blanche avant que l'eau ne baigne ses pieds. Il échappe au flot du monde. Il devient un pilot solitaire, une dune, une île. Ceux qui viennent à lui ont pour obligation de le contourner. Il ne les perçoit plus, il ne les entend pas, plus rien ne vit. Seul importent les voix intermittentes des vagues qui étalent leur chair sur la plage et le soleil blanc de l'hiver qui transperce la mince peau de ses paupières. Camille est au bord de la mer et sait qu'aucun mot, qu'aucune littérature, même le plus sincère des poèmes, même le poème, qu'aucun ne parviendra à traduire, à retranscrire, à saisir le moment, cette brillance nourricière du soleil blanc de l'hiver qui traverse ses paupières. Les mots ont été fabriqués pour essayer de fixer la réalité, mais toujours celle-ci se refuse au scellement. Camille ouvre les yeux. Les traces de lumière incrustées à ses rétines font que tout vire au bleu. Le sable est bleu, les visages sont bleus, la mer et ses tannes vertes rétrocèdent diverses variétés de bleu. L'eau s'est retirée à des centaines de kilomètres et le ciel se décolle des buttes cubiques des immeubles. Camille n'est jamais parvenue à écrire en bord de mer à cause des chuintements que font les vagues en se déployant sur la plage, mêlés à ceux des enfants qui la creusent, aux cris des mouettes au plumage poicre. Derrière la baie vitrée, il les entend, et les détonations lointaines retiennent ses doigts et empêchent toute création. Elles hurlent que le vrai se trouve là, s'agitant et se racontant devant lui. Elles l'agrippent à cet instant du monde qu'il cherche à décrire tout autant qu'à fuir. Il est minuit. Camille se couche sur le lit car c'est là qu'il écrit. Camille ne sait pas s'il est ou deviendra un jour poète. Camille écrit quand minuit, sur, à un balcon quand minuit au clocher, lune vive, pleine, à ses yeux accrochés, dans, musique, une voix écorchée pour que nous deux, par-dessus perchés, main basse sur nos craintes d'antan si tout haut, moi, par des mots invitants à confier, elle, souvenir tourmentant et qu'après, je, ses aveux haletants. À l'oreille, creux, des mots fredonnés sur ses lèvres rouges, ma bouche boutonnée au balcon quand, minuit résonnait, elle, genoux deux, pour l'amour entonné. J'ai reçu ce matin d'Adèle une lettre débordant de verbes, des verbes conjugués à tous les temps, le temps du passé facile et de l'avant compliqué, le temps de l'inabouti, le temps d'aujourd'hui et celui de l'espérance, surtout de l'espérance, sans conditionnel ni impératif, les verbes venir, revenir, cueillir, accueillir,
les verbes associer, donner, partager, mêler, les verbes grandir, offrir, réunir, assortir, les verbes prescrire et proscrire, dire et redire, les verbes émouvoir, savoir, recevoir et concevoir, les verbes effleurer, caresser, embrasser et pourlécher, le verbe accidenté et le verbe aimer. J'ai reçu ce matin d'Adèle une lettre et subitement ma désorganisation s'est réorganisée. Mon déséquilibre s'est rééquilibré, mon désordre s'est réordonné. Car d'un accident et d'amour. D'un accident et d'amour. Et d'amour. Propulse le sang dans l'appareil circulatoire grâce aux contractions de sa paroi musculaire, appelée myocarde. Project X6W #6. Je terminerai par quelques extraits de ce livre, donc, qui s'appelle D'un cœur léger, carnet retrouvé du dormeur du Val. En septembre 2014, suite au décès de Madame Adèle B., habitante de Montclérat, village situé dans le département du Lot, ses deux fils ont découvert un carnet dans une valise du grenier de la défunte. Après divers recoupements, il semblerait que ce cahier de petit format, 13,5 x 19 cm, ait appartenu à Vincent B., devenu en octobre 1870 et sous la plume d'Arthur Rimbaud, le soldat aux 2 trous rouges au côté droit du dormeur du Val. En outre, 5 lettres destinées à Vincent B., dont les 2 dernières ne sont sans conteste jamais parvenues sur ces lieux de guerre et qui furent par conséquent réexpédiées à son domicile, ont été trouvées intercalées entre les pages 44 et 45 du carnet. Nous avons choisi de ne pas les proposer dans cet ouvrage afin de préserver la clarté comme la lisibilité du témoignage. C'est avec l'aimable autorisation de la famille B que ces textes sont retranscrits ici. Qu'elle en soit sincèrement remerciée. C'est vérité. C'est une nouvelle écriture et sans forfanterie, qui est simple, sobre et qui va dire droit au but. C'est vraiment très beau. Merci beaucoup, merci à lui, merci à vous tous. On se retrouve au mois de septembre. Alors il a quand même des ouvrages, si vous voulez en acheter. Au dernier moment, il me disait, moi j'aime pas, je déteste la vente, je ne l'ai pas emmené. Je crois qu'il a trouvé quand même 2 ou 3. Si vous voulez lui acheter un ouvrage et vous le faire dédicacer, je crois que ce serait une très bonne idée. Voilà. Merci Loïc. Merci à toi. Et voilà. Et merci à vous tous. Merci.